le rythme de la marche est propice à l'écriture, c'est-à-dire enfin, l'écriture qui vient quand même 10 ans après est peut-être nourrie par ce rythme de la marche, par cette disponibilité d'esprit, la vacance peut-être qui arrive au fur et à mesure du chemin. Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce que je pense qu'il faut environ 8-10 jours pour vraiment être dans cette ambiance de randonneur, même de pèlerin par la suite. Et marcher, ça s'apprend. Et je pense que pendant 8-10 jours, on a encore l'esprit occupé de ce qu'on a laissé derrière soi. Et le déformatage prend du temps. Alors après marcher, on souffre, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Franchement, quelle lubie. Et finalement, on se rend compte que c'est une chance qui se présente à nous et on revient on va dire, à la vitesse de l'humain qu'on oublie tous actuellement. Donc c'est aussi revenir sur soi-même. Donc effectivement, j'allais dire marcher permet de méditer. Méditer par la marche, ça veut dire avoir conscience de ce que l'on fait dans le moment présent, ce qui n'est pas évident, parce qu'on a toujours l'esprit qui divague et qui pense autre chose. Et puis effectivement, l'écriture, le soir, quand le corps est reposé et soigné, et on se dit, bon mais là, c'est le moment de laisser libre cours à son imagination et à ses ressentis aussi. Dans l'écriture, 10 ans après, vous avez repris ces carnets. J'ai repris ces carnets, mais c'était une base pour moi, pour me remémorer les jours de marche, pour me remémorer des endroits. Et de là, me permettait de créer une intrigue. D'ailleurs, après, j'étais esclave de mes personnages, Franck et Esthès, eux qui vous ont emmené sur le chemin. De nouveau sur le chemin. Ça, ouais. Et j'ai eu on dit que l'écriture est suite une souffrance, et je l'ai vécu autrement. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert en écrivant. Autant qu'en marchant? Autant qu'en marchant. D'ailleurs, j'avais une tête comme ça. Les pieds non, mais j'avais une tête comme ça. Donc, c'est une souffrance intellectuelle, mais une bonne souffrance finalement, comme les pieds d'ailleurs. Hein. Enfin, pas sur le coup, mais après on se dit, je recommencerai. Au niveau de la diversité des paysages, Ruffin, dans Immortelle Randonnée, démythifie un petit peu en disant qu'on longe des zones industrielles, qu'on longe aussi des lieux sans âme, des entrées de ville qui sont parfois tous les mêmes dans toute l'Europe. Vous avez senti ça aussi, cette diversité et puis parfois des paysages fabuleux. Surtout des paysages fabuleux. C'est vrai. En fait, si vous voulez, sur les 800 km, on va dire que vous avez 750 km de chemin merveilleux. Ensuite, les 50 km, enfin approximativement, c'est quand vous abordez des grandes villes ou quand vous en sortez, dans les périphéries, et effectivement, vous êtes de nouveau agressé par l'odeur des transports en commun, l'agressivité des bruits, parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre les bruits, c'est là que vous vous dites qu'on a une capacité d'adaptation en ville qui est phénoménale. Mais finalement, vous êtes agressé par l'ouïe, par l'odeur des transports en commun avec les pots d'échappement, etc. Et effectivement, ces moments-là sont pas très agréables. On quitte vraiment un peu l'esprit du chemin parce que les gens vous agressent, vous prenez ça comme une agression, et vous marchez plus vite pour essayer justement de retrouver le calme de la campagne. Également, toujours avec sa volonté un petit peu de démythifier, et ça correspond peut-être aussi un peu au personnage de Franck, Ruffin dit que c'est sans doute un des lieux de drague les plus efficaces, que c'est mieux qu'un chat sur internet, cette possibilité de rencontre. Ah bah allez-y. Je pose la question. C'est Jean-Christophe Ruffin qui l'écrit comme ça. Ah bah demandez-lui alors. Dans la mesure où les gens sont disponibles. Disponibles à quoi? Est-ce qu'ils sont disponibles à un retour sur soi, disponibles à la souffrance? Parce que finalement, quand on vient sur le chemin de Compostelle, on a diverses raisons. D'ailleurs, que ce n'est pas forcément celle auquel on se rattache à la fin. Et finalement, ça n'a pas d'importance, parce que finalement, c'est la raison qui vous donne envie de partir. Et après, le chemin fait le reste, on va dire. Donc, généralement, les gens ne vont pas là-bas pour draguer. Ils vont là parce qu'ils ont une souffrance interne, parce qu'ils ont un deuil, parce qu'ils ont une remise en question, un divorce, parce qu'ils en ont marre de leur vie. J'ai rencontré un chef d'entreprise qui avait vendu son entreprise, qui avait un burn-out et qui a pris son sac et qui s'est dit, bah, maintenant, mamie, ça sera ça. Et d'ailleurs, à Compostelle, il n'a pas arrêté. Il a continué au niveau du Portugal, le d'autres Gibraltar, et bon, maintenant... Le fait d'écrire ce roman était une nécessité. Disons que quand vous faites le chemin de Compostelle, c'est beaucoup de choses qui vous arrivent, beaucoup on va dire, d'ondes positives ou d'expériences, et vous êtes nourri de ça toute votre vie. Et c'est tellement quelque chose qui vous habite que vous êtes incapable de le retransmettre tout de suite.
Donc effectivement, il y a beaucoup de témoignages. Vous voyez des gens qui font des aquarelles, des conférences, des diapos, des livres, des témoignages. Mais moi, je ne faisais pas le chemin de Compostelle dans cette optique. Et finalement, en reprenant ce carnet de notes, est venu justement ce moment de vouloir peut-être redonner un petit peu de magie, de la magie de Compostelle qui m'a été donnée gracieusement gracieusement, au terme quand même de 800 km de souffrance, parce que vous méritez, mais quand même au terme de cette expérience que je ne voulais pas conserver pour moi finalement. Il y avait cette envie de faire partager cette expérience au lecteur, de rencontrer le lecteur, de lui faire découvrir ce que vous aviez rencontré. Oui, et puis pour moi, l'écriture était le meilleur moyen, parce que c'est mon moyen de communication le plus facile. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de Compostelle, même à des gens qui n'ont pas fait le chemin, ils ont toujours un point commun. Je connais quelqu'un ou je vais le faire, et on se dit que finalement, le chemin de Compostelle fédère beaucoup de gens. La réussite également, je trouve, du livre, c'est que les choses sont très enracinées, très, très concrètes, avec une sensibilité aux choses matérielles et notamment au repas du soir, quelques extraits. Leurs plats sont composés des produits des potagers avoisinants. Le client peut se voir servir des asperges, des piments, del piquillo, ça se prononce comme ça, oui. Ou encore de la laitue, cogolo de Tudela. Oui. Réputé sur le marché de la péninsule. Le choix des desserts est tout aussi alléchant, avec les noisettes grillées enrobées de pâte de cacao et les conchas del camino, coquilles Saint-Jacques en chocolat. Je continue. Le repas est copieux. Soupe à l'ail typique des environs, avec piment, huile d'olive et fines tranches de pain sec, morceaux d'agneau avec pommes de terre à la poêle et leche frita pour finir. Plus que rassasié, Esther laisse volontiers son dessert à Norbert, qui ne se fait pas prier pour vider le ramequin. Dans la soirée, une petite dizaine de randonneurs les rejoint pour se restaurer, bouillon de légumes du potager, morceaux de porc grillé, omelette, salade de tomates et yaourt. En finissant les plats, la Lilloise est bien décidée à reprendre des forces. La spécialité de la maison arrive à table. Il s'agit de fines tranches d'agneau frit, accompagnées de poivrons farcis. Les morceaux de viande baignent dans 1 centimètre d'huile ocre et ressemblent davantage... C'est pas sympa ça. Pas sympa. Il y a des contre-exemples. Et ressemble davantage à des bouts de pneumatique à la mastication impossible. La Lilloise essaie de cacher méticuleusement les reliefs de son repas sous des morceaux de pain pour ne pas froisser leur hôte et se rattrape quand même avec le melon d'eau en dessert. En début d'après-midi, les deux pèlerins s'accordent un copieux repas à l'hôtel-restaurant de la Bourgade qui offre une vue panoramique sur les alentours. La frugalité du souper de la veille les pousse à se rattraper dans cet établissement moins rustique où est servie une vraie soupe aux haricots et aux pois chiches. En plat de résistance, ils choisissent l'agneau rôti, puis se laissent tenter par une part de flan. Sur fond de musique celtique et dans son costume d'époque, l'aubergiste verse dans des bols de terre cuite une soupe chaude et grasse à base de légumes et de viande. Il s'agit du fameux cocido maragato. La particularité de ce plat somptueux réside dans le fait que les ingrédients doivent être mangés séparément et dans un ordre inhabituel. Franck et Esther commencent donc par le ragoût de viande et la farce, sorte de boules faites d'œufs, de pain, d'ail, de persil, de saucisses et de lard, avant de s'attaquer aux légumes et aux pois chiches pour finir par le bouillon lui-même. Tout cela pour dire qu'effectivement, si le chemin est spirituel, ce qui est agréable aussi dans votre livre, c'est qu'il est complètement enraciné et que même au travers cette description des plats, il y a un plaisir de l'écriture et de cette matière. En fait, c'est reprendre pied avec la vie, c'est reprendre goût aux saveurs. Aussi. Cette écriture enracinée l'est aussi dans certains rapprochements des corps. Et j'ai trouvé que dans la passion, parfois, entre Esther et Franck, il y a également quelque chose de charnel dans le rapprochement des corps qui me fait penser à cette écriture charnelle par rapport au plat. Et c'est vrai que,
on attend quand même une centaine de pages avant un vrai rapport charnel. Ça se mérite. Mais effectivement, il y a ce plaisir de l'écriture. En fait, blague à part, c'est aussi la découverte de l'un et l'autre. C'est-à-dire que sur le chemin de Compostelle, vous n'avez pas droit à l'erreur. Quand vous avez un rendez-vous galant, vous vous maquillez, vous vous parez, vous vous mettez sur le plus bel atout, et puis vous mangez au restaurant, vous parlez un peu, et puis vous rentrez chez vous, et après les rendez-vous se succèdent. Et finalement, le mauvais côté de la personne, vous la voyez seulement quand vous êtes ensemble, ou même trop tard quand vous êtes marié ou je ne sais quoi. Tandis que là, pendant un mois, vous vivez aux côtés d'une personne, et vous la voyez souffrir, vous la voyez rire, vous la voyez repousser ses limites, vous voyez un petit peu quels sont ses défauts et ses qualités. Et finalement, moi j'allais dire, avant de se marier, partez avec votre compagnon ou votre compagne, et vous saurez à quoi vous attendre dans le quotidien. Donc c'est un bon rite de passage aussi pour la vie conjugale. D'ailleurs, vous dites à plusieurs fois, le chemin n'admet pas la tricherie. Ah, tout à fait, ouais. Vous êtes face à vous-même et face aux autres. Et finalement, quelquefois, c'est pas beau à voir parce que vous voyez quelquefois un peu trop égoïste ou un peu feignant. Et c'est là où vous repoussez ou non vos limites. Alors, juste pour le plaisir de l'écriture, c'est la première fois qu'elle prend l'initiative de l'acte amoureux. Les mains de Franck parcourent adroitement son corps. Il s'attarde d'abord sur ses seins, en massant habilement les tétons afin de stimuler sa partenaire. Il poursuit son investigation le long de son dos, en partant des épaules, pour finir au niveau du galbe de ses fesses. Tout en goûtant à la sensualité de l'instant, Esther le déshabille à son tour pour être au contact de sa peau. L'Américain ne résiste plus à la tension que génèrent ses préliminaires et la pénètre vigoureusement. Des gouttes de sueur perlent le long des deux corps qui oscillent dans un rythme régulier et soutenu. Malgré l'intensité de leurs échanges, Franck et Esther doivent contenir leur souffle rauque afin de ne pas éveiller les soupçons des randonneurs qui dorment dans la pièce voisine. Tout en plaçant une main sur la bouche de l'autre, ils terminent leurs ébats dans une plénitude commune et partagée. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir l'écriture de Audrey Ferraro, Un amour de Camino.